démarrer du coup avec cette première table ronde sur le marketing. Donc, marketing centré sur le client, comment les entreprises peuvent créer des expériences de marketing personnalisées et adaptées aux besoins des clients. Je suis extrêmement ravi de recevoir sur cette table ronde mes invités. Émilie Ducou-Sauton, qui est directrice marketing et RSE à l'ESDES Business School, donc une école de commerce et management basée à Lyon au sein de l'Université catholique de Lyon. Émilie est une des clients d'Idea Agency depuis plusieurs années maintenant et qu'on accompagne du coup sur toute sa stratégie autour marketing notamment, et elle vous en parlera juste après. J'ai Léonie de Vanderlaan, qui est du coup la CEO de Jeudi Merci, une plateforme qui permet d'automatiser l'envoi de cadeaux professionnels afin de rapprocher les entreprises de leurs clients, prospects et partenaires clés. On a Marie-Delphine Sanchis du coup, qui est directrice des opérations de SMS Factor, un service de messagerie SMS en ligne qui permet aux entreprises d'envoyer des SMS marketing et transactionnels. Et on a Gillian du coup Chénard, qui est le senior marketing manager d'HubSpot, une plateforme donc CRM qui fournit logiciels d'intégration et ressources nécessaires pour connecter les équipes marketing, vente et service client. Donc durant cette table ronde, on va évoquer effectivement tous les enjeux liés au marketing et notamment autour donc de l'expérience client. Et j'avais une première question déjà pour toi, Léonie, parce que je sais que chez Jeudi Merci, l'expérience client est un enjeu majeur et très très important. Peut-être pour que tu nous donnes une première définition de ce que c'est que l'expérience client pour toi et pourquoi c'est devenu essentiel pour toutes les entreprises qui sont là aujourd'hui. En fait, aujourd'hui, en tant que consommateur, on ne fait plus appel à une entreprise, on n'achète plus chez une entreprise uniquement parce que son produit est le meilleur, ou uniquement parce que c'est le moins cher, ou uniquement parce que c'est le seul produit disponible sur le marché dans la catégorie en question. On fait beaucoup plus attention dans notre vie privée comme dans notre vie professionnelle à tout le parcours d'achat, au rapport qu'on a avec une marque, aux interactions qu'on a avec elle, à la simplicité du parcours d'achat, et c'est tout ça qui fait l'expérience client. En fait, travailler son expérience client aujourd'hui, c'est prendre en compte les émotions, les préférences, les façons de faire de son prospect, de son client, à chaque étape du parcours, pour s'assurer que l'expérience soit la plus smooth, la plus mémorable et la plus riche possible pour son client. C'est devenu indispensable aujourd'hui parce que j'imagine que comme moi, vous êtes tous surchargés de notifications commerciales, que ce soit des emails, parfois des SMS, des appels téléphoniques non sollicités, et en fait tout ça rend les relations commerciales assez génératrices de stress, assez négatives dans leur globalité, et donc travailler son expérience client, c'est devenu une clé pour se différencier et pour attirer beaucoup plus de clients à soi. Et le rôle du marketing est évidemment immense, parce que pour proposer une expérience client exceptionnelle, mémorable, il faut avant tout connaître très finement sa cible, savoir précisément à quel moment la contacter, sur quel message, ce qui va faire mouche et ce qu'elle va préférer. Super. Et du coup, toi, Émilie, en tant que directrice marketing, est-ce que tu rejoins Léonie sur ces enjeux d'expérience client et le rôle du marketing dans cette expérience client ? Alors complètement, nous à l'ESDES, donc une école de commerce, on vend de l'enseignement, donc de l'immatériel, sur un cycle de vente qui en plus est long, puisque le temps de décision peut dépasser l'année. Et sur des décisions qui sont fortes, hein, on se rappelle tous ici quelle école on a fait et quelle étude on a choisie. Nous, à la direction marketing de l'ESDES, c'est ce qu'on essaye de faire. On essaye d'accompagner nos prospects dans leur cycle de décision en leur apportant le bon message au bon moment pour que cette information commerciale devienne une information utile pour eux. C'est un peu ça aussi la définition de l'expérience client. Gillian, on a déjà commencé un petit peu à en parler. Pour lancer en fait des enjeux autour de l'expérience client, le marketing a un rôle important. Est-ce qu'il existe des prérequis nécessaires en fait aux entreprises pour se lancer dans ces projets d'expérience client ? Bonjour à tous et à toutes. Je pense que ça a déjà été évoqué d'une certaine façon, c'est que on a un travail préalable de construction, de compréhension en fait de nos cibles, savoir quels messages vont faire mouche à quel moment. Donc déjà ce qu'on appelle le travail de définition de buyer persona, ce qui est un peu le b.a.-ba du marketing.
mais aussi essayer de comprendre ce parcours d'achat qui est de plus en plus complexe. Effectivement, après la crise sanitaire, notamment en B2B, on a un parcours d'achat qui se rapproche énormément du B2C avec des questions affinitaires et ainsi de suite. C'est d'ailleurs pour ça que nos équipes produits chez HubSpot ont travaillé à une fonctionnalité encore plus avancée dans la modélisation de ces parcours d'achat omnicanaux, une fonctionnalité qui s'appelle Customer Journey Analytics, pour à la fois comprendre quels points d'interaction vont créer le plus de valeur dans ce parcours d'achat et piloter ces investissements marketing en conséquence. C'est cet alignement finalement déjà dès la conception marketing, de dire marketing, vente et service, donc d'avoir un CRM qui connecte en fait nos trois équipes dès le départ pour, dans un deuxième temps, rapprocher en fait ces équipes connectées du client, du prospect ou du client in fine. Marie-Delphine, du coup, chez SMS Factor, là, ce qui m'intéresse, c'est chez vous, ça se passe comme ça? C'est comme ça que vous avez défini les choses? Oui, c'est vrai que nous, la problématique, c'est que pendant des années, on ne s'est pas occupé de notre portefeuille, finalement, on ne l'a jamais analysé. On laissait vivre le flux, un peu en subissait. Et depuis plusieurs années maintenant, on s'est posé les bonnes questions, on a justement réfléchi quelle était notre cible. Est-ce que vous êtes déjà demandé quels sont les clients que je veux et ceux que je ne voudrais plus avoir, ou ceux sur lesquels je peux passer du temps et ceux sur lesquels je ne peux pas passer de temps? Nous, c'était vraiment une vraie problématique parce qu'on a beaucoup de leads entrants, beaucoup de clients chez SMS Factor. On vend un service qui a très faible marge, donc malheureusement, on ne peut pas allouer la même force à tous les clients. Et donc déjà, de les segmenter, d'avoir déterminé quels étaient les clients à potentiel, ceux qui étaient à plus faible potentiel, ça a permis vraiment d'optimiser notre travail au quotidien sur les trois services, marketing, sales et support, parce que du coup maintenant chaque chargé de compte va pouvoir passer du temps qu'il faut sur les bons clients, là où on va avoir une opportunité de marché, et le service marketing va pouvoir travailler énormément sur les leads à plus faible potentiel pour automatiser au maximum. Ça fait que ça nous a permis de rendre le travail plus intéressant pour les sales finalement, pour le marketing bien entendu aussi, et ça nous a permis côté client de continuer à avoir un niveau de taux de réponse, la même durée de réponse, et d'augmenter aussi le nombre de traitements de leads et de clients en gardant la même équipe ou en la faisant simplement accroître faiblement. Et ça, c'est vraiment génial d'optimiser en connaissant du coup mieux son portefeuille et ses clients. Moi, je dis toujours que le marketing, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'avec le digital, on a de plus en plus de canaux à notre disposition. On a aussi dans le parcours d'achat B2B aujourd'hui des décisions qui se prennent de manière totalement presque, j'allais dire, incohérente. C'est hyper compliqué en fait de savoir comment on va acheter notre buyer persona, par quel process il va passer, par quel canal il va passer. L'omnicanalité, les enjeux de se positionner en tant qu'entreprise sur différents canaux marketing qui vont jouer maintenant même sur le physique, sur le digital. Concrètement aujourd'hui, c'est quoi les bénéfices de miser sur l'omnicanalité ? Donc on l'a vu depuis le début de cette table ronde, pour être efficace d'un point de vue marketing et proposer une bonne expérience client, il faut réussir à envoyer le bon message au bon moment, à la bonne personne et sur le bon canal. Un grand classique, j'allais dire. Un grand classique, mais pas si simple que ça. Pas si simple à appréhender. Et le bon canal, c'est vraiment le canal sur lequel notre contact, que ce soit un prospect ou un client, va vraiment pouvoir prendre une action immédiate. Parce qu'il sera dans des dispositions, il aura du temps libre, de l'espace libre dans sa tête pour prendre une action immédiate. Et quand on parle omnicanal, pour l'instant, on parle surtout de multicanal. Le fait de faire, ça a commencé en prospection, le fait de faire des séquences qui mixent de l'email, des messages LinkedIn, éventuellement maintenant des messages vocaux, des messages sur Twitter. Il y a énormément d'outils qui commencent à proposer ça, mais c'est pas vraiment de l'omnicanal. C'est plus des tactiques qui vont permettre de créer du momentum, d'être partout, d'être visible absolument partout par son prospect. D'un point de vue expérience client, on se rend compte que l'omnicanalité, c'est aussi une opportunité de créer de l'émotion. Se rencontrer aujourd'hui lors d'un salon, pouvoir mettre des visages sur des adresses mail ou des noms, pouvoir interagir entre professionnels, c'est beaucoup plus fort que de recevoir ou d'envoyer des emails peu personnels.
Et donc cette omnicanalité va beaucoup avec la connaissance des préférences de nos clients, mais aussi avec ce qu'on appelle maintenant l'individualisation. Non seulement on va essayer d'être présent sur tous les canaux, mais en plus on va s'assurer que Monsieur X et Madame Y ne reçoivent pas le même message. Et il me semble que d'ailleurs, Géliane, tu vas avoir des choses intéressantes à nous annoncer sur l'individualisation et la personnalisation, mais c'est s'assurer que notre message est hyper pertinent par rapport à la personne qu'on a et adapté à son entreprise, à son poste, à ses enjeux du moment. Toi, Émilie, je le sais un petit peu, mais ce travail, en tout cas, c'est intéressant que tu amènes, toi, ton expérience, parce que justement, sur ces étudiants, les salons sont importants, mais le digital est devenu très important. Comment vous avez cartographié ce parcours ? Comment vous avez agi ? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu aussi un exemple d'un parcours d'un étudiant et comment vous l'accompagnez à l'ESDES ? Oui. Alors nous, ce qu'on a essayé de faire aussi dans ce parcours d'individualisation et dans ce Graal, qui reste un Graal, d'adresser toujours, à chaque fois, le bon message à la bonne personne et au bon moment, par le bon canal, on a essayé d'architecturer nos contenus pour qu'en fonction du canal, le prospect ne reçoive pas le même message. Lui dire 4 fois la même chose sur 4 canaux différents, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc pour vous donner un exemple concret qui devrait vous parler à tous, on rencontre une grande partie, donc on est une école post-bac, on recrute des lycéens. Les lycéens, on les recrute en général, on les rencontre très souvent sur des salons de l'orientation où ils viennent chercher de l'info très générique sur le type d'école et de parcours universitaire qu'ils ont envie de faire après le lycée. On enregistre leurs data et en fonction des datas qu'on a enregistrées, on va leur envoyer des suites de mails automatisées à eux, si ce sont les étudiants, à leurs parents, avec des messages un petit peu différents, si ce sont les parents que nous avons rencontrés sur les salons, puisque ça arrive régulièrement. Et puis, on va essayer de les amener à venir en boutique, si je peux le dire comme ça, dans l'école, sur notre campus, pour rencontrer des étudiants, visiter les lieux, rencontrer des profs, bref, avoir un niveau d'information un peu plus précis à chaque fois, jusqu'à, évidemment, les amener à candidater et à devenir potentiellement de futurs étudiants chez nous. Gillian, Émilie nous parle d'automatisation, Léonie nous a parlé de personnalisation, on parle de segmentation, voilà, on commence à évoquer des termes un petit peu intéressants autour du marketing. Comment on met en place aujourd'hui ce type de campagne ? On a parlé évidemment en amont du travail, et tu l'as évoqué aussi, de réflexion, même d'alignement entre les différentes équipes. C'est quoi aujourd'hui les outils d'automatisation ? Comment ça fonctionne ? Pour des gens, tu vois, peut-être dans la salle qui ne savent pas concrètement de quoi on parle, est-ce que tu peux nous donner un petit peu ta définition de l'automatisation notamment, et comment ça fonctionne ? Je pense que déjà, avant de parler d'automatisation, il y a une question de posture aussi. Pour récolter de la valeur, il faut être disposé à en livrer avant même de la quémander, entre guillemets. Ça, je pense que c'est hyper important, et c'est ce qui va aussi... en fait, l'automatisation va être tactique. Si stratégiquement, vous avez déjà mappé les contenus, vous savez à quel endroit, quel contenu fera mouche, l'automatisation et la personnalisation d'ailleurs, derrière va vous permettre de gagner en réactivité et d'offrir déjà un avant-goût de votre expérience client depuis une étape marketing, je pense ce qui est hyper important. Donc pour moi, automatisation finalement, c'est pertinence, réactivité et personnalisation. Je pense que c'est les 3 points importants. Après, on peut rentrer dans des détails techniques et tactiques si vous voulez en discuter après avec grand plaisir. Mais je pense que c'est déjà un point de vue stratégique, et de se dire qu'on va essayer d'offrir un avant-goût de ce qui se passe derrière la boutique, après la boutique, dès l'expérience en fait de prospection et de construction de relations. Marie-Delphine, du coup, chez SMS Factor, l'automatisation, c'est aussi important. Le SMS, d'ailleurs, vous avez tous reçu, normalement, j'espère, un SMS de rappel hier. Donc ça, c'est effectivement, on l'a créé pour vous rappeler en fait cet événement. On l'a évidemment fait avec SMS Factor. C'était l'occasion pour nous de pouvoir aussi automatiser cet enjeu-là. Concrètement, aujourd'hui, est-ce que tu peux un petit peu nous illustrer le rôle ? On parlait d'omnicanalité tout à l'heure, et le SMS, finalement, ça rentre là-dedans, parce qu'on n'y pense plus trop, j'ai envie de te dire, mais pourtant,
c'est ultra efficace. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu ces enjeux autour du SMS, ces enjeux de l'automatisation à travers le SMS, dans un contexte plutôt B2B, parce qu'on a quand même une cible, une audience ici aujourd'hui qui est plutôt dans un contexte B2B et qui pourrait utiliser ce canal-là aussi? Oui, je dirais que nous, chez SMS Factor, on a bien vu l'évolution et on a encore un petit peu les trois modes d'utilisation. On a notre plateforme en ligne où c'est vraiment les push en masse, donc je dirais le marketing de base où on n'a aucune qualification et on fait le même message à tout le monde au même moment. Mais bon, on va dire que souvent ça va être là par où on va démarrer quand on va faire du marketing. Ensuite, on a une intégration API, bien entendu, qui va plutôt être sur des logiciels et là, le secteur B2B va être assez friand de ça et on va pouvoir pusher du SMS de manière automatisée. Là, on va surtout être en B2B sur la partie optimisation du parcours, les suivis de commandes, les relances d'événements, les rappels de rendez-vous, voilà, toutes des informations qui vont permettre de donner de l'information utile. On va pas forcément voir beaucoup de marketing d'ailleurs, étonnamment. Pas de promo, je dirais, de promotion. Et puis, forcément, avec le temps, il y a de nouveaux outils et tant mieux. HubSpot en fait partie. Nous, on est utilisateur aussi d'HubSpot. Et ça permet, bien entendu, d'avoir toute cette data et de pouvoir optimiser, de faire des séquences au bon endroit, au bon moment, etc. Et donc, pour ça, nous, on l'a utilisé. On s'est dit, il faut qu'on le propose aussi à nos clients. Donc, on a fait un plugin pour HubSpot qui permet d'envoyer des SMS, donc soit en one-to-one sur une fiche contact. Ça va plutôt être les sales qui vont l'utiliser vraiment dans une relation de proximité, soit intégrer le SMS dans des workflows, comme pourrait être fait pour le mail, par exemple. Et du coup permettre justement cette multicanal, justement, parce qu'on reste encore mail, SMS, et d'avoir un autre contenu, justement. Le SMS, c'est sûr que c'est plus cher que l'email, c'est beaucoup moins varié parce que c'est 160 caractères, donc on n'a pas d'image, on n'a pas tout ça, mais ça a le mérite d'arriver directement dans la poche du contact et on sait que c'est lu très rapidement. Mais pour revenir, ce que j'ai sur le B2B, on va plutôt avoir, nous, dans nos clients qui travaillent en B2B, des use cases où ça va être des restaurateurs, par exemple, qui vont avoir des grossistes qui vont envoyer des fins de stock à des restaurateurs et on sait que pour atteindre des restaurateurs, il faut être sur leur téléphone parce que les mails, ils en ont pas. On va avoir des agriculteurs qui vont avoir le cours des marchandises aussi, pareil, il faut les toucher sur leur téléphone. Mais ça reste très centré métier. Aujourd'hui, on se demande plutôt pourquoi il y a des choses qui fonctionnent en B2C, pourquoi on n'arriverait pas à les appliquer sur du B2B, sachant que justement la data est collectée. Nous, les premiers, notre cible, c'est du B2B, et pourtant on a les numéros de portable de nos clients. Donc au final, il faudrait vraiment essayer de creuser là-dessus, voir s'il n'y a pas des opportunités. Alors tu me donnes une super transition pour toi, Léonie. On parle souvent, là, ça y est, on commence à faire des rapprochements B2C, B2B. Moi, j'aime beaucoup, effectivement, faire aussi ce rapprochement parce que le B2C, c'est le marketing de l'émotion. Alors, le B2B, on n'avait pas trop connu ça ces dernières années. Ça commence à venir. On commence à voir, par exemple, des campagnes créatives pour des entreprises qui font du B2B très intéressantes. On voit des pubs à la télé pour des boîtes qui font du B2B. Donc, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de se développer. On parle d'outils, on parle d'automatisation, etc. Est-ce que l'émotion, c'est un rôle important aussi dans l'expérience client, dans le marketing? Et est-ce qu'on peut automatiser un petit peu aussi cette émotion, j'allais dire? C'est vrai que le sujet de l'émotion en B2C est assez amusant. Quand on demande à quelqu'un de citer une marque qu'il aime, vraiment une marque qu'il apprécie, avec laquelle il sent des affinités, 99% du temps, il va citer une marque B2C. Et si c'est pas une marque B2C, il va citer HubSpot, la plupart du temps, qui est un des exemples de ce qu'on appelle une love brand en B2B. Mais il y a encore très peu de marques qui créent une vraie affinité en B2B. Nous, du coup, chez Jeudi Merci, c'est vraiment notre mission de réussir à remettre de l'émotion dans les relations professionnelles, et on se rend compte en plus que c'est super efficace. Et je vais prendre un cas que je pense que vous vivez tous au quotidien. C'est le moment juste après la signature d'un prospect. Donc vous avez fait tout un cycle de vente, votre prospect vient de signer. À ce moment-là, en général, vous avez besoin que votre prospect fasse des actions, sonboard sur votre plateforme, commence à adopter votre outil, mais c'est aussi le moment où il y a le plus de ghosting, au moment où c'est le plus difficile de capter l'attention de votre prospect, qui est devenu client, mais qui a déjà passé beaucoup de temps avec vous pendant le cycle de vente, et donc il a signé, c'est bon, pour lui tout est fait, mais en fait il faut qu'il remette un peu d'effort. Donc nous, on a un playbook qui est assez intéressant là-dessus, c'est qu'on essaye de miser sur les émotions en lui envoyant un kit de bienvenue.
totalement automatisé depuis HubSpot, mais avec une checklist, les premières étapes à faire pour vraiment prendre en main l'outil, quelques petites motivations, un petit truc à grignoter, un petit objet qui lui sera utile au quotidien. Vraiment essayer d'être top of mind dans l'esprit de ce nouveau client pour qu'il fasse les premières actions, qu'il pense à nous, qu'il prenne ce premier rendez-vous de kick-off avec notre équipe pour être sûr que la relation commerciale commence sur de bonnes bases. Et donc on parlait de l'automatisation par HubSpot. Sur ce type de tactique, c'est aussi important de pouvoir segmenter et s'assurer qu'un tout petit client a du coup un kit de bienvenue qui lui est adapté, un client qui a des enjeux un peu différents, qu'il ait quelque chose de plus grand à partager en équipe avec une checklist différente. Et donc ça, c'est totalement faisable avec l'intégration HubSpot et Jeudi Merci dans des workflows dans lesquels on va faire plusieurs segments, plusieurs parcours selon la typologie de nouveaux clients. Mais Gillian, tout ça serait impossible sans, j'allais dire, la valeur ultime, la donnée. C'est un sujet, moi j'ai l'impression qu'on en parle depuis 20 ans, et j'ai l'impression qu'on n'y est toujours pas. Concrètement, est-ce qu'aujourd'hui la donnée, c'est la clé de voûte de l'expérience client? Parce que j'entends effectivement ce que me disent Léonie et Marie-Delphine notamment sur leurs enjeux, mais concrètement aujourd'hui, comment les entreprises peuvent récolter, comment elles peuvent enrichir, comment elles peuvent exploiter enfin cette donnée dont on parle depuis si longtemps? Chez HubSpot, la question de la donnée, on a eu un positionnement dès le départ qui était l'inbound marketing. C'est de dire on va construire nos bases de données en attirant nos prospects. Aujourd'hui, depuis quelques années, on a modifié ça sous le concept de flywheel. C'est-à-dire que plus vous allez attirer, plus vous allez récolter de données, plus vous allez pouvoir affiner, découvrir des nouvelles opportunités finalement pour attirer des nouveaux clients qui vont aussi améliorer votre expérience clientèle, ce qui va offrir une possibilité de vous positionner de la meilleure façon possible pour être recommandé, ce qui va continuer à attirer des clients et ainsi de suite. Je pense que notamment parce qu'on entend parler de Google 2023, les cookies, etc. Le combat, en fait, il est chez vous et savoir comment vous vous positionnez, comment vous allez faire équipe déjà avec vos prospects et vos clients, avant même, de par cet échange de valeurs, pour alimenter en fait votre flux de données de manière constante. Je pense que c'est ça la grande leçon à retenir. Quoi qu'il puisse arriver au niveau réglementaire, c'est déjà passer le balai devant chez vous, je ne sais plus comment on dit l'expression, et vous assurer que vous êtes toujours dans ce flux d'attraction constante de prospects pour augmenter votre niveau de données, l'enrichir, l'affiner et optimiser vos actions derrière. C'est ce qu'on appelle la donnée first party, donc celle que l'on possède. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de manière de la récolter, de l'enrichir, de l'exploiter? Manière de récolter, je pense que c'est un sujet un peu touchy, puisqu'il y a une forme de bascule dans le marketing aujourd'hui, où on essaye de moins mettre nos contenus derrière des formulaires et ainsi de suite. Donc finalement, c'est aussi une question d'intégration. La donnée, elle vient pas seulement des gens qui vont visiter votre site web et remplir un formulaire, elle peut venir des réseaux sociaux. Les intégrations avec LinkedIn sont hyper importantes, notamment en B2B. Ça, c'est une première chose. Et derrière, c'est de pouvoir disposer justement de cette automatisation sur en fait, la digestion de la donnée pour prendre les bonnes décisions, tout simplement. Donc, construire des workflows comportementaux et aussi... dès le workflow comportemental, d'avoir aussi la réaction de votre côté pour être toujours au bon moment, au bon endroit. On est toujours dans le même leitmotiv, quoi. Émilie, on a souvent des discussions tous les deux, et il y a une fois, je me souviens très bien, tu m'as dit cette phrase, Émilie m'a dit « Je suis devenu data addict ». Alors c'est la première fois que j'entendais ça, et je me suis dit « Mais Émilie, qu'est-ce que tu me dis là? Tu es devenu data addict, donc tu manges matin, midi et soir de la data. Explique-moi en fait, pourquoi ?» On parle depuis le départ de cette table ronde d'une ère d'hyper-sollicitation, à la fois de nos équipes, de nos prospects, de nos clients, de nous-mêmes. Et on parle de productivité, on parle d'efficience de nos messages. La data, c'est un outil précieux pour devenir efficient. Ça permet effectivement de mesurer, on peut tout mesurer avec de la data. Et là où ce que dit Gillian est intéressant,
C'est que le choix qu'il va falloir faire, c'est les datas qui vous sont utiles à vous pour prendre les bonnes décisions. On peut quasiment tout savoir aujourd'hui de nos prospects. Les marques connaissent tout de nous. En revanche, vous, en tant que marque, quelles sont les informations dont vous avez besoin pour convertir vos prospects en clients? Et c'est là que la data devient une véritable addiction, parce que rentrer dans cette réflexion-là, faire le tri entre les informations dont j'ai besoin et celles qui me sont moins utiles, comment j'enrichis celles dont j'ai besoin, comment je vais plus loin, qu'est-ce que j'en fais, comment je les croise entre les différents canaux, comment est-ce que effectivement je récupère l'information sur les usages de mes prospects, sur les salons, sur le site web, sur les réseaux sociaux, pour in fine arriver à leur donner de l'information plutôt que de la pub. Et ben c'est ça qui rend addict. Et tu me disais aussi, par exemple, demain matin, on te demande un reporting sur telle campagne, etc. En quelques clics, en 2 secondes, tu es capable de la sortir. Et c'est ça aussi, tu me disais, le grand kiff, j'allais dire, du marketing. C'est enfin, je suis en mesure de sortir des reportings clairs qui sont établis, qui se font facilement et qui sont, si tout va bien, bons. Et on les fait même en direct. Je l'ai fait hier soir encore en réunion. Une fois qu'on a choisi ces données, une fois qu'on sait ce qu'on veut mesurer, on peut connaître l'efficacité de chacune de ces actions. De la campagne d'achat média en génération de leads, ça marche pas, on sait combien coûte chaque contact recruté, etc. Bon, ça fait quand même un petit moment qu'on peut le savoir. Derrière, on va pouvoir mesurer le taux d'ouverture de chacun des mails qui va être envoyé de façon automatique via la plateforme. On va et du coup suivre de façon en plus hyper visuelle la transformation du tunnel, l'évolution de son prospect de sa première phase d'acquisition à sa phase de transformation. Il est devenu client et on peut mesurer chacune des actions qui va être efficace. Donc on génère de la productivité. Et on arrive, avec des équipes qui ont globalement les mêmes superficies, à faire 10 fois plus de prospects et 3-4 fois plus de clients. C'est quand même un sacré kiff. Un sacré kiff. On va avancer un petit peu là dans le sujet. On est plutôt bien sur le timing et il y a un sujet moi qui me semble assez essentiel. On a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure et je voulais te poser cette question à toi Marie-Delphine. On l'a dit déjà un petit peu, mais l'alignement entre toutes les équipes, est-ce que c'est aussi un des piliers d'une expérience client réussie? Parce que c'est difficile de faire du marketing de son côté si on n'échange pas avec les équipes commerciales pour récupérer de l'information, si on n'est pas capable de comprendre leurs besoins pour aussi adapter nos contenus, par exemple, et nos campagnes à leurs besoins, mais aussi avec les équipes service client, parce qu'aujourd'hui, le marketing, il accompagne l'intégralité du parcours d'achat, il se positionne à tous les points de contact jusqu'à la fidélisation d'un client, la transformation de ce client en ambassadeur. Comment on arrive à s'aligner entre les équipes? Comment on arrive à décloisonner enfin les différentes équipes, marketing, vente, service client? Je dirais que nous, on l'a vécu déjà de petites startups qu'on était, à équipe qu'on est maintenant, où avant tout le monde était dans le même bureau. Et je dirais quand les équipes marketing entendent les sales vendre et les arguments qui sont proposés, les retours des clients aussi au niveau du support, les besoins qu'ils ont, les problématiques qu'ils rencontrent, les choses qu'ils ne trouvent pas claires sur le site, sur la plateforme, peu importe dans les outils, là on était très réactifs. Et puis finalement, les équipes grossissent, puis tout le monde est dans des bureaux séparés. Et souvent, on le voit dans des grands groupes, quand il n'y a pas de corrélation entre les services, on va arriver avec des plaquettes, on l'a vu nous, Engie est un de nos clients, des super plaquettes marketing fantastiques, et les sales nous disent je les utilise pas parce qu'elles répondent pas aux besoins de mes clients. Et là on se dit ah ouais quand même c'est dommage parce qu'il y a beaucoup de travail qui a été fourni et tout ça pour qu'une plaquette ne soit même pas utilisée ou que le message ne soit pas bien adressé. Donc pour nous ce côté un petit peu vie ma vie dans un autre service c'est assez important de parfois envoyer mélanger les services pour que chacun entende voilà que le service marketing entende les besoins des clients et que les sales se rendent compte aussi de ce que c'est de devoir faire du contenu, le temps que ça peut prendre et quels vont être les canaux qu'on va utiliser. Et nous, on fait aussi beaucoup de brainstorming avec les équipes marketing et sales pour faire notre argumentation
argumentaire commercial, enfin le sales marketing est toujours convié, ou pour nous aider dans nos propositions de valeur par exemple, parce que finalement ils vont nous aider à structurer nos idées et à savoir comment les amener auprès du client, et vice versa. Pour moi, les équipes commerciales doivent contribuer à la création de contenu marketing parce qu'elles doivent faire remonter vraiment ce que le client a besoin. Nous, on a toujours mis le client au cœur de nos préoccupations parce que c'est grâce à ça qu'on a pu faire grandir l'entreprise en répondant à leurs besoins en priorité. Et puis ensuite, de vraiment faire du brainstorming et de pas forcément cloisonner les équipes en disant on fait du marketing, on reste avec notre argumentaire parce que sinon on s'aperçoit que finalement les équipes marketing et les équipes sales elles disent pas la même chose et c'est dommage. Léonie, la question était peut-être pas prévue, mais du coup, toi, tu es CEO, tu es dirigeante. Il y a des dirigeants dans cette salle. Quel rôle a le dirigeant dans l'alignement de ses équipes aussi? Si tu peux nous donner quelques conseils par rapport à ça. Je pense que justement, le rôle d'un dirigeant, c'est avant tout de s'assurer qu'il n'y a pas de silo entre ses équipes. De s'assurer que les différents head-off, les différents responsables d'équipe se parlent entre eux. Et c'est vrai que très vite, on peut se retrouver en tant que dirigeant, être dans une position de récoltant de doléances, une équipe qui dit quand même l'autre équipe nous donne pas telles infos, nous parle pas, et c'est finalement assez difficile de faire en sorte que tout le monde se mette autour d'une table et parle de façon totalement libérée et totalement claire. Et donc vraiment, je pense que c'est un des rôles principaux du dirigeant de s'assurer que tous les rouages sont bien huilés et fonctionnent bien ensemble. Et j'imagine que c'est même aussi encore plus dur avec maintenant le télétravail. Beaucoup de gens font du télétravail, donc les équipes se parlent plus forcément au quotidien. Donc c'est la mise en place peut-être aussi de routines et qui sont peut-être à l'initiative du marketing, d'une autre équipe. C'est ça aussi les enjeux? Il y a les routines, et sur cet enjeu du télétravail, nous chez Jeudi Merci, on a en plus un enjeu qui est qu'on a des bureaux dans différentes villes. Et donc on encourage aussi le fait que, sans raison particulière, quelqu'un qui travaille à Grenoble vienne au bureau de Lyon pour aussi entendre ce qui se passe. Parce que c'est vrai que tout ce qui se fait ressentir en off dans les bureaux et qui se dit pas forcément dans des réunions, parce que ça semble évident pour les personnes concernées, est très précieux pour être sûr que tout le monde a la même compréhension du besoin du prospect, des messages à adresser, des besoins des clients, de leurs enjeux. Et donc il faut se parler, se rencontrer et remettre de l'émotion aussi et du physique aussi dans sa relation d'équipe. Émilie, toi aussi, je te pose cette question. L'alignement avec l'équipe commerciale en tant que directrice marketing, qu'est-ce que tu mets en place? Comment vous fonctionnez? Est-ce que c'est finalement aussi par l'outil, par le CRM que ça se passe? Comment vous alignez ensemble? Alors le CRM nous a permis effectivement d'être un pilier d'alignement, puisque tout le monde utilisant le même outil, il a bien fallu s'aligner sur des méthodes de travail, un vocabulaire commun, des choses très simples, mais qui sont finalement assez structurantes dans une entreprise, qui n'était pas très forte en marketing au départ non plus, il est vrai. Et puis finalement, il faut, on a parlé tout au long de cette table ronde de connaître son prospect, de connaître ses besoins, de le comprendre, d'essayer d'adresser les bons messages. Et finalement, entre une équipe market et une équipe sales, c'est la même chose. Il faut essayer de comprendre les besoins et les obligations de l'un et de l'autre, et les enjeux. On rame dans le même sens, normalement, on va vers le même objectif, mais on y va un peu différemment. Il faut comprendre quelles sont ces différences, quels sont les besoins et comment on peut s'articuler, s'aider, s'accompagner pour devenir plus productif. C'est de ça dont on parle depuis le départ. C'est vrai que tu reviens souvent sur ce thème-là, mais qui est très très important. Et d'ailleurs, ça me fait une super transition. Merci Émilie. La productivité, Gillian, est-ce que ChatGPT va m'aider? Est-ce que je vais parce que tout le monde parle de ça, voilà, il y a 9 mois on n'entendait pas parler, ça y est, c'est le buzzword de l'année 2023, après les NFT, après etc. On parle de productivité, l'IA, ChatGPT, HubSpot, qu'est-ce qui se passe? Déjà, l'IA, ok, productivité, mais aussi force de recommandation. En fait, moi j'avais un patron qui disait tout le temps en parlant d'IA, l'IA vient combler ce problème qui est vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Voilà. Donc effectivement, les deux grands concepts en fait, qui structurent aussi aujourd'hui l'intelligence artificielle, en tout cas dans nos métiers,
c'est à la fois next best offer, c'est-à-dire qu'est-ce que vous devriez offrir et qu'est-ce que vous devriez positionner, que ce soit du contenu ou d'ailleurs revoir un peu votre positionnement produit pour juste générer plus de ventes et plus de fidélisation. Et puis next best action. Où est-ce que je positionne ça, comment, etc. Donc aujourd'hui, l'IA, je voyais un visuel dans la presse là où on avait un personnage qui était flippé dans un coin d'une pièce en se disant oh, l'intelligence artificielle va me remplacer ou je ne sais quoi, et un autre qui était dans un train qui regardait le paysage en disant waouh, de nouveaux horizons. Je pense que aujourd'hui, c'est un devoir professionnel aussi d'embrasser en fait cette révolution technologique. On est dans des métiers qui évoluent tout le temps. L'intelligence artificielle sans la structuration humaine, elle n'est rien non plus. Donc il ne faut pas croire qu'on va être remplacé dès demain. Au contraire, c'est plutôt un gain de, comme tu le disais, de productivité, voire créativité. Et je pense que, et notamment aussi, j'ai écouté un podcast sur la recherche aujourd'hui en intelligence artificielle, va plus dans le sens de la limitation de l'intelligence artificielle que dans l'expansion. D'accord ? Donc déjà, il faut se dire qu'on a là un atout en plus dans notre stack, entre guillemets, technologique. Et puisque tu m'envoies une indirecte, effectivement... Tu l'as saisi. Voilà, hier, HubSpot a annoncé le lancement sur toutes les licences, payantes ou gratuites, de ChatSpot et de l'assistant contenu. Donc l'assistant contenu qui va, par exemple, si vous êtes un commercial, vous avez besoin de rédiger un email de prospection, il vous suffit de mettre le nom de la personne, sa position et le sujet de votre email, et il va vous proposer un email déjà pré-rédigé. Vous avez besoin de rédiger un article de blog, vous avez le sujet, il va vous proposer un plan d'article. Donc tout ça, ce sont ces gains de productivité. Et comme je vous dis, même sur les licences gratuites, donc si vous n'avez pas encore de licence HubSpot, c'est le moment d'y aller et de tester justement un peu le potentiel de l'intelligence artificielle sur ces tâches immédiates du quotidien. Émilie, tu vas utiliser toi l'IA? Tu utilises déjà? Vous faites des choses avec l'IA? Ouais, on utilise déjà un petit peu d'IA parce que effectivement, ça facilite. Alors de mon point de vue, moi je suis une communicante au départ, donc j'aime les mots, j'aime écrire. C'est une bonne base de travail. Ça nécessite quand même d'être retravaillé de mon strict point de vue pour être personnalisé, pour être ajusté, pour garder le ton, pour garder la culture de l'entreprise. L'IA le fait encore pas suffisamment bien et quelque part tant mieux. N'empêche qu'effectivement, un article de blog qu'on mettait une demi-heure, 3/4 d'heure à écrire, maintenant on l'écrit en 20 minutes. Donc on va 2 fois plus vite et donc on en fait 2 fois plus. Et voilà, donc oui, c'est plutôt très chouette et c'est des super outils. Et Gillian, juste pour revenir faire le lien avec la question d'avant sur la donnée, est-ce que l'IA justement va nous aider aussi à mieux comprendre les données, à aller plus vite dans cette compréhension des données? Est-ce que c'est aussi peut-être un moyen d'accélérer enfin cet usage concret de la donnée? Ouais, complètement. Comme je le disais à la réponse précédente, c'est cette force de recommandation de l'IA qui est intéressante et qui a encore un gros potentiel à exploiter, je pense, dans nos métiers. Aujourd'hui, on en est encore à essayer de tenir à distance la machine en disant pour l'instant, tu vas juste faire le petit travail pour moi. Je pense que demain, et en tout cas, c'est ce qui ressort le plus quand on se tient un peu au courant des avancées de l'IA, c'est justement ce côté dire je sais où je vais pouvoir aller désormais. Je sais que sur ce parcours d'achat spécifique, il va falloir que je change cette étape-là en disant peut-être que je devrais utiliser cette interaction, enfin essayer de fomenter cette interaction qui créera plus de valeur à la fin, puisque in fine, ce qu'on cherche à faire, c'est juste à accélérer cet échange de valeur, qui soit d'ailleurs commercial ou non commercial. Merci beaucoup. Merci à tous les 4 d'être intervenus sur cette première table ronde. C'est à toi. Je vous souhaite du coup une bonne journée. On va enchaîner tout de suite sur la table ronde vente avec du coup Jules Sapé du coup qui va prendre la modération de cette table et du coup je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir auprès de nos speakers durant la pause qui aura lieu juste après la table ronde vente ou pendant le déjeuner si vous avez des questions particulières. Merci beaucoup.